Bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Épisode spécial aujourd'hui puisque nous allons traiter d'une thématique, celle de la place de la blockchain dans l'univers du gaming et des jeux vidéo avec plusieurs invités. Si 2020 a été l'année de la DeFi, 2021 pourrait bien être pour beaucoup celle des jeux vidéo et des NFT. Alors, que pourrait apporter la technologie blockchain à cet univers qui représente en 2019 plus de 120 milliards de dollars dans le monde? Apportera-t-elle une réelle plus-value ou uniquement une évolution de façade? C'est ce que nous verrons dans ce premier épisode avec Jean-Philippe Nicolo, journaliste à Ouest France, David d'Ultra UOS, la plateforme de distribution des jeux vidéo dans la blockchain, Maxime de Sorare Data et Maxime du collectif Non-Fungible Token. Jean-Philippe, merci beaucoup de nous rejoindre sur la première partie de ce podcast. Nous sommes à quelques mètres de la rédaction du journal Ouest France, pour laquelle tu travailles notamment sur le gaming donc. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Mais je crois que tu as tout dit, Valentin. Effectivement, je travaille à la rédaction Ouest France d'Angers, où je m'occupe des secteurs économie, sociale, éducation et effectivement gaming, jeux vidéo. Mais ça, c'est voilà, quand j'ai le temps et quand le sujet s'y prête. Alors Jean-Philippe, avec toi, on va balayer toute la révolution qu'a déjà connue l'écosystème pour tenter d'y voir un petit peu plus clair, que ce soit des révolutions technologiques ou sociales par ailleurs. Alors, pour démarrer, est-ce qu'il y aurait une date qu'il faudrait retenir, une date qui marque en quelque sorte le début de cette aventure ? Alors, une date en particulier, pas vraiment, puisque en fait le jeu vidéo, il a dans l'absolu 70 ans, on va dire, si on résume grossièrement. L'apparition du jeu vidéo a eu lieu dans les universités, notamment américaines, c'était un objet de recherche. Alors, s'il y a une date, moi si je devais retenir une date précise, c'est 1951. Alors, d'aucuns pourraient arguer que c'est bien avant, et ils n'auraient pas tort, mais de manière arbitraire, j'ai retenu 1951. Pourquoi ? Parce que c'est cette année-là où a été introduite l'idée de jeux vidéo par un certain Ralph Baer, qui était chargé de concevoir pour une entreprise américaine le meilleur téléviseur du monde, dixit les patrons de l'époque, et donc il a songé, lui, à intégrer dans ce téléviseur qui allait révolutionner les foyers américains, il a songé à y intégrer un module ludique, alors rudimentaire évidemment, puisqu'on est dans les années 50, mais un module ludique qui se chargerait de faire l'interface entre l'homme et la télévision. Alors, le projet a été rejeté, donc il ne s'est pas concrétisé, mais pour moi, c'est l'émergence de l'idée du jeu vidéo tel qu'il est conçu actuellement, ce qui m'amène à lui donner une définition. Elle est toute personnelle, hein, parce que des définitions du jeu vidéo, on peut en trouver partout, notamment sur Internet. Pour moi, le jeu vidéo, c'est un environnement virtuel qui introduit la notion d'interaction entre avec l'homme, grâce à la machine. Et c'est exactement ce que Ralph Baer, en 1951, a imaginé concevoir dans la création du meilleur poste de télévision du monde qui a disparu des radars, bien évidemment. Après, une date liée vraiment à l'émergence du jeu vidéo, je dirais 72. D'accord. Avec la création et la sortie de la première console de jeux vidéo, tel qu'on l'entend actuellement dans la définition que j'ai donnée du jeu vidéo. La première console qui a introduit le jeu Pong. Alors, c'est pas le premier jeu vidéo au monde, hein, contrairement à ce que d'aucuns peuvent croire. C'est le jeu qui a popularisé le jeu vidéo et l'a rendu accessible au grand public, puisque Pong a connu un grand succès, 1972-73, avec la Magnavox Odyssey, la première console de jeux vidéo.
Et là, on parle d'une console ou est-ce qu'on parle plutôt des grandes Game Boy, je ne sais pas comment on appelle ça, là, le grand bloc qu'il y avait dans les bars. Les bornes d'arcade. Les bornes d'arcade, voilà, non, merci. non. Les bornes d'arcade vont apparaître plus tard. D'accord. Plus tard, à la fin des années 70, début des années 80, ça a été vraiment un âge d'or. En fait, le jeu vidéo tel qu'il est jeté dans sa définition actuelle, le jeu vidéo, il est né sur des ordinateurs de 4 mètres de haut et voilà, dans la recherche universitaire, et il a été popularisé par les bornes d'arcade qui sont arrivées fin des années 70, début des années 80, avec les bornes d'arcade dans des salles d'arcade dédiées où on pouvait jouer à des jeux vidéo. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Ah, mais quelle ambiance! Mais moi, je les ai connus, ces ambiances, uniquement dans les films ou dans les clips. C'est vrai que toi, tu les connais sans doute, hein, tu les as sans doute vécu un peu plus dans les bars ou même dans les salles de jeux vidéo, carrément. Ma première console, moi, c'était une PS2, donc ça fait déjà un bon paquet de temps parce qu'on est déjà à la PS5, mais en tout cas, j'ai jamais connu cette ambiance-là. Justement, ces révolutions qui ont permis d'arriver jusqu'à la PS2 et aujourd'hui à la PS5, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire des jeux vidéo des grandes révolutions, des grands tournants? Par exemple, je pense, je sais pas, à la 3D, peut-être à l'arrivée de la couleur. Quelles sont ces grandes révolutions qui ont permis aux jeux vidéo de prendre un nouveau tournant? Alors, tu parles de révolution, effectivement, tu parles d'étapes également, mais moi je dirais que le jeu vidéo, c'est une succession de révolutions. C'est une succession de révolutions en 70 ans, si on s'arrête à la date que j'ai mentionnée. Sur 70 ans, le jeu vidéo n'a pas arrêté d'évoluer, d'être révolutionné dans son approche et son fonctionnement. D'un point de vue technique, d'un point de vue artistique, d'un point de vue logiciel, toute l'histoire du jeu vidéo est jalonnée de révolutions. En fait, il y a effectivement le passage à la couleur, mais ça en soi, c'est une conséquence logique de l'évolution des postes de télévision, par exemple. Mais il y a effectivement des étapes importantes. Comme la première console, 1985, première console de salon qui va vraiment investir les foyers, la NES de Nintendo, Nintendo Entertainment System, si je l'ai bien prononcé, avec un jeu mythique Super Mario Bros, qui va tout à fait, et qui va vraiment investir et connaître un succès énorme, phénoménal auprès des foyers. Donc là, le jeu vidéo a atteint une stature de produit culturel grand public. Il y a également la console portative, 1989, la fameuse, alors on dit là ou le, peu importe, Game Boy, toujours de Nintendo, qui a démocratisé l'usage de la console et l'usage du jeu vidéo et qui l'a étendu à un public plus jeune, plus mobile, qui a contribué vraiment à rendre le jeu vidéo mobile, et ça on y reviendra peut-être dans ce qu'il est actuellement. Il y a une donnée importante aussi, fin des années 80, apparition des micro-ordinateurs, et là on change de support, ou en tout cas on multiplie les supports, les micro-ordinateurs vont investir également le champ du jeu vidéo. 1992, apparition de la 3D dans le fameux jeu Alone in the Dark. Voilà, il y a tout un tas d'évolutions. Quand je te dis, c'est une succession d'évolutions et de révolutions en 70 ans à peine. Et il y a aussi, au début des années 2000, l'avènement d'Internet. Ça concernera ensuite ce dont on va parler avec les autres intervenants. Il y a l'arrivée des jeux en ligne et plus tard, ça modifiera aussi la manière dont on a de consommer des jeux vidéo. On les regarde plus parfois qu'on ne touche aux manettes en fait. Donc 2000-2001, avènement du jeu en ligne, est sorti du jeu World of Warcraft qui a connu et qui connaît encore un succès considérable. Après, il y a eu, en 2003, lancement de la plateforme Steam qui participe à la distribution de jeux vidéo en dématérialisé. Là aussi, c'est une révolution, notamment dans l'accès aux jeux vidéo, dans l'accès à la consommation de jeux vidéo. Enfin voilà, si on se penche un peu sur l'histoire du jeu vidéo, on s'aperçoit qu'en 70 ans, c'est une succession de révolutions et d'adaptations, et ce n'est pas fini.
Et tout à l'heure dans l'introduction, on parlait de 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires générés par le monde des jeux vidéo en 2019. C'est le cas, mais en 2020, confinement oblige, les chiffres ont été revus à la hausse, c'est ce que tu me disais, plutôt de l'ordre de 170 à 180 milliards de dollars. Et les jeux sur mobile seraient de l'ordre de 40 à 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires également sur l'année 2020, ce qui est assez impressionnant. Nouvelle manière de consommer qui s'incarne également avec le visionnage de jeux vidéo, notamment incarné par la plateforme Twitch. Aujourd'hui, on assiste également à une nouvelle façon de consommer les jeux vidéo qui n'est plus liée à l'aspect gaming, mais qui contribue aussi à développer le fait de regarder des parties, notamment sur la plateforme Twitch ou sur YouTube, regarder des youtubeurs ou des tournois en ligne par exemple, en fait regarder d'autres personnes jouer, et là aussi c'est un élément important de l'évolution du jeu vidéo, puisque au-delà d'un usage propre, il devient spectacle. Nous allons essayer d'atteindre 1 million d'euros en 1 heure. Donc à partir de maintenant, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais vous dites à votre audience de donner des sous. Le million. On va remonter à 1 million les gars. Let's go 1 million, bande de fous. Donnez de la thune. Allez, on va atteindre le million les gars. Waouh, le million. Ça y est, c'est fait. Ça met des frissons d'entendre ça, justement, du beau spectacle et parfois même du spectacle à destination des événements caritatifs, comme c'est le cas de ce The Event 2020 où de nombreux streamers s'étaient réunis pour récolter plus d'1 million d'euros pour un événement caritatif. Ils avaient réussi haut la main, ce qui montre aussi la puissance de la communauté des joueurs en France et dans le monde. Justement, Jean-Philippe, cet univers des jeux vidéo, il va avoir des défis à relever. Lesquels sont-ils pour toi ces défis dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années ? Je pense que le secteur du jeu vidéo aujourd'hui il est arrivé à maturité, en tout cas dans la forme actuelle qu'il peut avoir. Quant à savoir après où et quand il va évoluer, j'en sais rien et personne ne le sait. Néanmoins, l'arrivée de Steam a posé aussi des questions sur le mode de distribution du jeu vidéo. Et je pense que c'est là que la prochaine révolution va se produire dans ce domaine-là précis, particulier, lié aux jeux vidéo, puisque pour le reste, faire plus beau, faire plus immersif, là j'ouvre une parenthèse sur la réalité virtuelle qui est apparue il y a quelques années déjà, mais qui en soi, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé au préalable, en soi n'est pas une révolution. Le dernier jeu à avoir eu un peu de succès en VR, c'est Half-Life Alyx, puisqu'il était très attendu par les fans. Néanmoins, c'est l'exception qui confirme la règle. Les jeux en VR ne sont pas démocratisé, ça reste cher, ça reste technique, ça reste lié à du matériel performant. Donc pour moi, la VR, je la mets de côté. Alors peut-être qu'on viendra me mettre une baffe dans 5 ans en me disant « t'avais tort » et je le reconnaîtrai. Néanmoins, je pense que sur ce volet-là, le jeu vidéo est arrivé, comme je le disais, à maturité et que la prochaine révolution à venir se concentrera justement sur le mode de distribution des éléments de ce secteur. Eh bien, c'est une excellente transition pour la suite de cet épisode. Merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir participé à la première partie de ce podcast. On reçoit dans quelques instants David d'Ultra UOS pour parler justement de cet enjeu de la distribution des jeux vidéo. Aujourd'hui, quand vous achetez un jeu dématérialisé, vous dépensez de l'argent et vous vous amusez et point barre. Une fois que vous avez fait le tour du jeu, a priori, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre. Quand c'est un jeu physique, vous pouvez essayer d'aller dans un marché de l'occasion, dans les enseignes spécialisées. Et bien avec Ultra Games et la blockchain, ça va un petit peu plus loin. Vous pourriez éventuellement revendre un jeu vidéo et même des skins dans les jeux vidéo pour faire des passerelles avec d'autres licences, réutiliser les crédits que vous gagnerez en revendant ces parties pour racheter d'autres jeux. C'est ce que propose et défend Ultra. David, je te laisse te présenter
et nous expliquer un petit peu le fonctionnement d'Ultra UOS, s'il te plaît. Ok, donc mon nom est David Anson. Je suis fondateur et co-CEO de Ultra. Donc Ultra, c'est ma 5e entreprise. J'ai toujours été dans l'IT, mais plus particulièrement dans le domaine du jeu vidéo depuis maintenant à peu près 12 ans. J'ai fait une bonne partie de ma carrière en Chine. Donc j'ai habité 8 années en Chine où j'ai créé d'abord un studio de jeux vidéo mobile. Alors David, on a déjà eu l'occasion d'en discuter ensemble. Toi, tu as un background important, que ce soit dans la création de jeux vidéo ou dans la création de plateformes. Et aujourd'hui, avec Ultra et la blockchain, tu souhaites résoudre un bon nombre de problèmes que rencontrent les développeurs de ces jeux vidéo. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques éléments, quelques problématiques que résout la blockchain et que résout in fine Ultra? Oui, alors un des points principaux, en fait, on peut regarder les choses en 2 points. Le premier point, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 300 nouveaux jeux, même plus maintenant, qui sont release tous les mois, rien que sur Steam, les jeux PC. Et donc, on peut, en tant qu'un développeur, avoir travaillé 5 années de suite sur un jeu. Et le jour en fait où on va le release, eh bien, il y a 10 autres jeux qui ont release. Et fin du mois, il y aura encore 300 autres jeux qui vont être release. Donc, c'est très compliqué en fait de se démarquer de la compétition. On a un problème de visibilité. Et donc, ça, c'est un des problèmes majeurs à solutionner. Le deuxième problème, qui est un problème purement financier, c'est que les jeux deviennent de plus en plus chers à développer. On s'attend de plus en plus à des jeux bombastiques qui requièrent des gros budgets. Donc, on a un problème de rentabilité sur les jeux. De notre côté, en fait, on essaie de solutionner ces problèmes de rentabilité en ajoutant des nouvelles sources de revenus qui n'existent pas au jour d'aujourd'hui. Donc, les jeux, dans l'industrie du jeu vidéo, il n'y a en fait finalement aucun changement qui n'est arrivé sur les dernières années. On a la vente d'un jeu classique. On a des jeux free-to-play, donc on va avoir le jeu gratuitement, mais après, on va vendre des objets virtuels, par exemple. Et on a un jeu qui va avoir de la publicité. Après, il y a un 4e modèle qui est un subscription, qui est utilisé dans certains cas de figure. Mais en gros, ça, ce sont les business models qui existent. Et en fait, nous, on pense que la blockchain apporte beaucoup de nouvelles sources de revenus qui ne vont pas cannibaliser en fait les revenus classiques. Et donc, c'est vraiment un point qui est super bénéfique aux développeurs. On en parlait dans la première partie du podcast avec Jean-Philippe, journaliste spécialisé dans les jeux vidéo. L'un des défis, si ce n'est le défi de l'écosystème dans les années à venir, ça sera effectivement la distribution des jeux vidéo sur des plateformes. Qu'en est-il de Ultra par rapport à Steam, par exemple, qui est le leader depuis plus de 10 ans sur l'écosystème dans ce qui concerne la distribution de jeux vidéo? Quels sont vos points communs et quelles sont vos différences avec Steam? Déjà, en termes d'utilisation, il n'y aura aucune différence. Donc, on s'enregistre tout à fait comme Steam. On va avoir automatiquement un compte blog qui va être créé et qui va être créé dans les règles de l'art. Donc, on ne garde pas tes clés, mais on a un mécanisme hyper facile que même les enfants peuvent prendre pour récupérer tes clés, donc premièrement. Donc, c'est complètement transparent. On s'enregistre comme Steam. On a accès à la plateforme. Et là, on peut accéder à une application qui s'appelle Ultra Games, qui est notre genre. À l'intérieur, on va voir toutes sortes de jeux. Okay, de là, on peut sélectionner un jeu et on peut acheter ce jeu soit avec de la crypto-monnaie, soit avec une carte de crédit. Dans les 2 cas, en fait, la transaction se termine avec une transaction blockchain. Donc, même si on utilise une carte de crédit, à la fin, on fait la transaction avec du US. Et en fait, le truc, c'est que quand on achète un jeu sur Ultra, en réalité, on achète un NFT. Et ce NFT, donc, c'est une sorte de licence
qui existe sur la blockchain. Et cette licence, en fait, me donne droit au jeu. Donc, au moment où je reçois cet NFT dans mon compte blockchain, dans Ultra, dans ma librairie de jeux, le jeu va apparaître instantanément. Alors, ce qui est intéressant avec cette technologie des NFT, c'est que ce sont des propriétés. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est un jeu que j'ai acheté. J'ai reçu un NFT, c'est une propriété d'un jeu. Ces propriétés sont programmables par le créateur de ces NFT. Donc, dans le cas d'un développeur qui vend des jeux sur Ultra, en fait, on a un back-end où le développeur peut décider, tiens, voilà, je suis Ubisoft, qui est un de nos partenaires. Tiens, je suis Ubisoft, je vais publier le dernier Far Cry 6. Et quand j'envoie les fichiers du jeu, etc., à la fin, en fait, on a une interface qui leur permet de tokeniser le jeu. Et en fait, ils vont programmer qui vont être imposés au NFT. Par exemple, ils peuvent dire ce NFT ne peut pas être échangé. Et donc, ça veut dire qu'au moment où j'achète le jeu, je reçois un NFT. En fait, cet NFT ne pourra jamais sortir de mon inventaire. Tout comme il pourrait cocher des cases, et donc c'est une programmation, c'est hyper facile visuel. Il pourrait décider, en fait, tu peux l'échanger à partir de l'année prochaine. Et quand tu l'échanges, on veut que tu aies un prix minimum de $20 ou 20 euros. Ils peuvent choisir la monnaie qui les intéresse. Et sur ces $20, je veux 50% de commission. Donc, ça veut dire qu'ils ont programmé un futur marché d'occasion qui leur sera en fait bénéfique. Donc, ça veut dire que généralement, à la fin de la vie d'un jeu, on va avoir une baisse de vente. Et en fait, ici, 1 an plus tard, dans cet exemple, on va avoir une armée de propriétaires de Far Cry 6 qui ont terminé de jouer le jeu et qui vont avoir l'opportunité de le revendre. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler tous leurs amis. Tiens, tu veux pas le Far Cry? Je vois que tu l'as pas joué. Je te le vends $20. Et donc là, le type, il envoie l'NFT, la transaction est faite et il y a 50% qui est ponctionné, qui est envoyé immédiatement à Ubisoft. Et donc ça, c'est peut-être une vente que Ubisoft n'aurait jamais fait sans ce système d'occasion. Et donc, cette structure, en fait, cette technologie NFT est en fait utilisable dans Ultra pour des jeux, également pour des DLC, donc des missions supplémentaires, des nouvelles maps, des nouveaux véhicules, des nouveaux skins d'armes ou de personnages, ce genre de choses-là. Donc, on peut tokeniser des DLC également. On peut tokeniser aussi des objets virtuels. Donc, tiens, voilà, je joue un jeu, je ne sais pas, Fortnite, je gagne une nouvelle arme, et bien cette arme peut être un token. Donc, ça veut dire que je sors de Fortnite et je peux revendre ce token à travers le marketplace d'Ultra, comme je pourrais le revendre à un ami en peer-to-peer, comme je pourrais le vendre sur un autre marketplace. Donc, cette propriété, contrairement à ce qui se fait au jour d'aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo, n'est plus contrôlée par une plateforme, en fait. C'est une propriété qui est complètement libre, comme si on possédait véritablement l'objet physique. Et donc, c'est à moi de décider ce que j'en fais, tout en restant dans les limites des permissions que le créateur de ce token m'a mis. Donc, s'il a dit, tu ne peux pas échanger ce truc-là avec les Chinois, parce que peut-être qu'en Chine, le prix du jeu est moins cher ou plus cher ou peu importe. Et donc, le créateur du jeu va dire, en Chine, vous pouvez acheter le jeu à $10, mais en Europe, c'est $20. On ne veut pas que les jeux chinois inondent le marché d'occasion européen. Et donc, ils peuvent programmer ces NFT en disant celui-là, il reste qu'en Chine ou il reste qu'en Europe, par exemple. Et donc voilà, les objets virtuels, on peut les faire, mais on peut faire des trucs aussi beaucoup plus cool encore. Par exemple, on pourrait avoir des jeux qui ont un mécanisme de création de contenu par l'utilisateur. Donc, par exemple, on peut imaginer un jeu avec un mode. Donc, on peut créer, par exemple, Counter-Strike était un mode de Half-Life. Eh bien, si au jour d'aujourd'hui, quelqu'un crée un mode Counter-Strike pour Half-Life,
eh bien, avec Ultra, il sera en mesure de tokeniser ce mode et les possesseurs de ce mode pourront avoir accès au mode Counter-Strike et ce NFT qui représente ce mode pourrait générer du revenu au créateur de Half-Life. Parce que Half-Life peut dire toute personne qui crée un mode, en fait, tout token que vous allez créer pour modder mon jeu, eh bien, moi, je prends 10% là-dessus. Donc, ça crée toutes sortes de nouvelles dynamiques et de nouvelles possibilités, y compris même du contenu généré in-game. Par exemple, on peut avoir un MMO comme World of Warcraft. Et dans ce MMO, donc on a des personnages qui évoluent au fil du temps et qu'on rend de plus en plus forts. On peut peut-être passer des mois et des mois pour arriver à un personnage super fort. Et bien peut-être que dans le jeu, il y aura un bouton qui dirait Tokenize personnage. Et là, hop, le personnage disparaît du jeu. Et là, j'ai un token. Et ce token, je peux le donner ou je peux le vendre à quelqu'un. Et je peux dire, hey, les gars, j'ai un guerrier niveau 90 avec le meilleur stuff, le meilleur équipement qui existe, machin. Je le vends 200 €. Et au moment en fait, où la vente se fait, de nouveau, le créateur du jeu pourrait imposer certaines commissions. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça solutionne un problème qui a existé dans l'industrie du jeu vidéo depuis toujours, c'est qu'il a toujours existé un marché alternatif, un marché noir, qui va à l'encontre des droits de l'utilisateur, où les gens, en fait, ils créent un personnage et puis ils le revendent sur eBay. Au moment où ils font ça, en fait, Blizzard ne gagne pas d'argent. Donc, ils ont ce mécanisme. Or, ici, ils pourraient l'autoriser. Vous le vendez où vous voulez, puisque le token a été programmé de telle manière à ce que quand vous le vendez, il n'y ait aucune manière de bypasser ma commission. Et donc, d'un coup, en fait, à la place de l'interdire, ils peuvent en fait promouvoir cette utilisation ou cette revente d'objets générés par l'utilisateur. Effectivement, la blockchain aurait son mot à dire sur cet écosystème-là. Donc, est-ce que tu penses que c'est acquis que la blockchain aura justement un grand rôle à jouer dans les années à venir pour le monde du jeu vidéo, dans l'écosystème des jeux vidéo, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est regardé par les grands noms de cette industrie, un peu de travers et dont on ne comprend pas trop l'utilité et le rapprochement qu'on peut y faire avec cette industrie des jeux vidéo donc. Donc, c'est une très bonne question et je pense que dans l'industrie de la blockchain, tout le monde en est convaincu. Et dans l'industrie du jeu vidéo, c'est nouveau en fait. Ils ont pas l'avis. Quand on parle en fait aux distributeurs de jeux vidéo, c'est toujours un nouveau concept pour eux. Alors, le problème en fait, c'est que si on regarde l'état de la techno blockchain dans l'industrie du jeu vidéo, il y a 2 ans, en fait, on était plus ou moins dans la même situation. Le gros problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui est mass market ready. On a des solutions comme par exemple, on va dire Engine, qui crée par exemple, qui est une solution de NFT, mais Engine a des problèmes qui font que ce n'est pas une solution mass market. C'est une solution, ça fonctionne très bien d'ailleurs, mais ça ne fonctionne pas pour le mass market. Pourquoi? Parce que si j'ai gagné un objet qui vaut 5 cents et que cet objet, pour l'envoyer chez mon pote, je dois payer 20 $ parce que ça, c'est les coûts de transaction Ethereum, ça ne sert à rien en fait. Ce n'est pas utilisable. Donc là, ce serait utilisable si on parle d'assets qui font plusieurs centaines d'euros. Et donc, on ne voit pas encore l'adoption de la techno blockchain dans les jeux mainstream tels que les jeux Ubisoft et d'autres plateformes, parce qu'il y a un décalage entre les rêves de oui, on peut échanger les trucs et la réalité du business. Et donc, c'est là, en fait, où Ultra remplit ce trou, en fait. On a une solution qui fonctionne mass market avec des transactions gratuites, instantanées, avec un throughput énorme, où il y a zéro complexité qui est sous le dos de l'utilisateur. Et donc, on pense que Ultra va
va amener la réelle révolution mainstream au niveau du gaming. Et puisque notre plateforme, notre techno blockchain est ouverte, on s'attend également à ce que d'autres acteurs, y compris des acteurs connus de l'industrie du jeu vidéo ou blockchain, vont se reposer sur notre infrastructure blockchain pour créer leurs propres produits, que ce soit des services gaming, streaming, cloud gaming, etc. Ou simplement aussi des trucs des solutions de tokenisation d'assets. Et ça me permet de rebondir avec ce que tu as dit tout à l'heure. Quand on achète un jeu vidéo sur Ultra, on achète en fait un NFT. Mais alors, qu'est-ce qu'un NFT? Eh ben, on va poursuivre notre immersion dans la blockchain et les jeux vidéo avec Maxime pour tenter de répondre à cette question. Merci beaucoup David d'être venu partager ta vision des choses sur cet épisode. Maxime, bienvenue à toi. Tu es donc tu fais partie du collectif Non-Fungible Token. Tu es fan des NFT, acteur de beaucoup d'articles, que ce soit sur Cryptost ou ailleurs, concernant cet écosystème-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est un NFT, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Euh, En général, on commence cette définition par plutôt qu'est-ce que ce n'est pas. Parce que bon, il faut déjà en fait qu'on puisse définir quelque chose de fongible avant de pouvoir définir quelque chose de non fongible. Et, euh, et la définition française est un petit peu compliquée là-dessus. Elle n'arrive pas à se mettre d'accord en fait avec elle-même. Donc du coup, chez Outre-Atlantique, un NFT, c'est un bien indivisible qui ne peut pas être échangé par un autre bien, en gros, qui pourrait avoir la même valeur. C'est vraiment un objet unique, c'est un actif unique qui a son propre identifiant et qui est indivisible. Donc, par exemple, on peut échanger un grain de riz contre un autre. Ça, c'est un bien fongible. Par contre, on peut pas... quelque chose de non fongible, ça peut être des flocons de neige, par exemple. Regarder au microscope, bah, on se rend compte qu'en fait, tous les cristaux sont complètement différents. Pourtant, à l'œil nu, on a l'impression que c'est tous les mêmes. Voilà, donc ça, par exemple, les flocons de neige sont non fongibles. Maintenant, un actif en France défini fongible ou non, en fait, pour trancher ce débat, le seul truc qui peut vraiment trancher ce débat, c'est l'usage. C'est-à-dire que c'est comment on va utiliser en fait un bien, et c'est ça qui va définir s'il est fongible ou non. Donc voilà, par exemple, j'avais fait la blague l'autre jour sur Twitter, mais d'une certaine manière, tant qu'on peut retracer encore toutes les transactions de Bitcoin, accumuler des Satoshi quelque part, bah, c'est un peu comme collectionner des NFT Bitcoin, par exemple. Donc bon, c'est pour donner vraiment le flou en fait d'une définition entre actif fongible ou non, parce qu'on peut échanger un Satoshi contre un autre. Mais comme ils sont identifiables de manière unique, bah, l'un par rapport à l'autre, résultat, ça fait deux quand même des actifs légèrement non fongibles. Tout comme les billets de banque qui sont identifiés en fait aussi avec une identification unique. Pourtant, c'est ce qu'on qualifie de bien fongible. Donc en France, cette définition elle est un petit peu bâtarde. Donc la définition d'un NFT, c'est sur la blockchain en tout cas. Pour l'instant, on va considérer que c'est vraiment un actif respectant un standard qui lui permet en fait d'être différencié de d'autres actifs qui peuvent faire partie de la même collection. Mais, donc après, qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être, par exemple, je pense que tout le monde a entendu parler des CryptoKitties, évidemment. Mais donc c'est des chats dit vulgairement qu'il faut faire coucher ensemble pour avoir un troisième chat qu'il faut ensuite revendre, en espérant avoir des traits rares, des traits génétiques rares en fait de CryptoKitties. Donc il y a une part de hasard, mais il y a aussi une part de profit. C'est comme ça que le jeu a super bien fonctionné fin 2017. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, il y a quand même beaucoup d'autres projets qui utilisent les NFT, notamment, par exemple, pour ce qu'on appelle des métaverses. C'est
Donc, je pense par exemple à Engine, qui permet d'avoir une épée donc, du projet d'Engine, en fait, pourra être utilisée dans quasiment tous les jeux Engine qui le veulent. Et ça, c'était une petite révolution. Euh, Maintenant, c'est utilisé aussi pour l'art. C'est-à-dire que ça sert en fait de certificat d'authenticité. Donc, sur des plateformes comme OpenSea, Rarible, Maker's Place, Non-Origin, super rare. Et n'importe qui en fait allant sur ces places de marché peut acheter directement en fait auprès du vendeur l'œuvre d'art qu'il est en train de vendre, numérique ou non, parfois elle est rattachée à un bien physique. Donc ça pour l'art, voilà, c'est un peu en train de se développer depuis 2 ans. Même c'est en train de se développer très fort depuis l'année dernière surtout. Mais ça c'est le top. Et puis après il y a d'autres usages aussi qui apparaissent. Donc en dehors du jeu vidéo et de l'art, et notamment dans le domaine de la mode, où il y a des montres, des marques de montres. Donc il y a Watchskin, mais il y a aussi Breitling qui utilise en fait les NFT. Donc le premier, lui, c'est pour en fait avoir dans ses montres connectées des skins en fait, donc de montres, et du coup qu'on peut acheter sur une place de marché décentralisée. Donc on peut l'acheter. Du coup dans sa montre, du coup on a le skin qu'on vient d'acheter. Puis si ça ne nous plaît plus, du coup on peut le revendre à pas coup et puis en acheter un autre, etc. Donc, il y a tout un marché qui se développe par rapport à ça. Et Breitling utilise les NFT comme certificat d'authenticité pour retracer en fait les pièces de ces montres. Et depuis, je crois que c'est septembre de l'année dernière ou quelque chose comme ça, euh, ils ont fini leur premier pilote qu'ils avaient commencé en début d'année. Et maintenant, la plupart, en fait, ils ont toute une collection de montres qui est uniquement certifiée via la blockchain. Et aujourd'hui, ce qui bloque réellement l'expansion de ces NFT, c'est les frais sur Ethereum qui sont exorbitants pour une œuvre qui coûte, je ne sais pas, peut-être 20-30 euros sur des plateformes d'échange de NFT. Eh bien, il faudrait payer 60-70 euros de frais de transaction Ethereum. Donc, c'est pas jouable. Mais demain, les Layer 2 qui arrivent changeront ça et nous ramèneront dans un système peut-être un peu moins cher et beaucoup plus intéressant pour échanger des NFT. Et moi, quand je parle d'NFT un petit peu à des gens qui connaissent plus ou moins l'écosystème, très vite, ils reviennent à ce qu'était CryptoKitties, qui avait, dans un premier temps, en 2017, congestionné complètement le réseau Ethereum. C'était un peu moins impressionnant que là, parce que là, c'est vraiment sur la longueur depuis des mois avec la DeFi et toute l'utilisation qu'on fait de Ethereum, mais il y avait vraiment une congestion du réseau Ethereum pour CryptoKitties. Est-ce que c'est les tout premiers NFT CryptoKitties ou est-ce qu'il y en avait d'autres avant? Les NFT n'ont pas été créés en 2017. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette idée que les NFT sont apparus avec les CryptoPunks ou les CryptoKitties. C'est important de préciser sur Ethereum. Là, oui, c'est vrai. Sur cette blockchain, c'est vrai. Par contre, les premiers NFT, ça remonte à, alors, je vais essayer de pas me tromper, 2013, sur Bitcoin. Et c'est ce qu'on appelle en fait les Colored Coins. Et ça a été un fork en fait de Bitcoin qui servait en fait à justement pouvoir stocker notamment des métadatas en fait dans les transactions. Les premiers NFT, c'est ça. Ça remonte vraiment en fait à super loin cette idée-là. Et c'est pareil en fait pour le concept du play to earn, donc du crypto gaming même en général. À l'époque, dans Minecraft, c'était possible de trouver des bitcoins en se basant sur un serveur dédié. Et juste parce que les serveurs en fait qui hébergeaient du coup ce serveur de Minecraft minaient des bitcoins en fait. Donc plus il y avait de joueurs, plus ça minait fort. Et plus les joueurs étaient récompensés. C'est génial, non? Euh, il y a eu plein d'initiatives en fait comme ça dès 2013 en fait de concept de crypto gaming et de play to earn. Du coup, même si voilà, la plupart des gens sont arrivés en 2017 en fait sur le marché des cryptos. Voilà, c'est important de savoir qu'il n'y a pas que Ethereum ou les Ethereum killers. Bien avant
bien avant 2017. Du coup, il y avait déjà du crypto gaming et voilà. Et je recommande vraiment de faire quelques recherches là-dessus parce que c'est quand même intéressant de voir que bah, déjà à l'époque, ils avaient réfléchi à pas mal de trucs justement pour trouver un équilibre dans le monde des jeux vidéo. Et à cause de la montée en fait des prix de la difficulté du réseau à pouvoir du coup de devenir en fait soi-même une propre ferme de minage qui récompense les joueurs de manière complètement autogérée et horizontale, bon bah voilà, au bout d'un moment ça marchait plus très très bien quoi, donc c'est pour ça ils sont passés à autre chose. Mais je trouvais voilà, je trouvais ça intéressant de le rajouter et surtout de le préciser que non les NFT n'ont pas que le standard ERC 721. Avant ça, il y avait déjà d'autres trucs. Merci beaucoup Maxime d'être venu nous faire un petit tour d'horizon et un petit rappel de ce que sont les NFT et comment ils sont arrivés ainsi que leur cas d'utilisation. Et maintenant, justement, on va voir avec un autre Maxime, cette fois-ci de Sorare Data, un peu un protocole qui met en action tout ce dont on a parlé dans cet épisode et on conclura avec lui. Maxime, donc tu fais partie de Sorare Data. On va parler un peu de Sorare Data. On va aussi et surtout parler de Sorare, qui est un jeu. Alors tu nous l'expliqueras, tu l'expliqueras mieux que moi, mais si on peut vulgariser une sorte de panini dans la blockchain où on peut posséder des cartes de joueurs, les échanger, les faire jouer. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Sorare, s'il te plaît? Donc Sorare, c'est un jeu de fantasy football. Alors qu'est-ce que c'est que le fantasy football? C'est la possibilité de composer son équipe de rêve. Donc, imaginons, vous êtes fan du Real Madrid, de Liverpool et du PSG. Eh bien, au lieu de faire une équipe qu'avec des joueurs de Liverpool, vous allez faire une équipe avec le gardien de Paris, Navas, par exemple, un défenseur de Liverpool, je sais pas, Trent Alexander, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais un milieu du Real Madrid et l'attaque du PSG, par exemple, Neymar et Mbappé. Et en fait, en fonction des performances des joueurs que vous allez sélectionner sur le terrain, donc dans la vraie vie, vous allez marquer des points. Et en fonction de ces points-là, vous allez gagner ou pas des récompenses sur Sorare chaque semaine. Et donc à chaque fois où il y a des rencontres de football. Et donc derrière les joueurs que vous sélectionnez, en fait, vous allez acheter des NFT. Des NFT, c'est des tokens non fongibles sur la blockchain Ethereum que vous allez pouvoir acheter aux enchères d'abord vendus avec Sorare, ou que vous allez pouvoir acheter sur le marché secondaire directement à un autre manager qui souhaite revendre sa carte. Et donc c'est très intéressant parce qu'en gros c'est des cartes Panini avec un aspect marché secondaire qui est là beaucoup plus facilement, et aussi un aspect rareté puisque un joueur est émis 111 fois par an. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 3 catégories de cartes, des cartes rares, super rares et uniques. Et donc, il y a 100 cartes rares par joueur par an, 10 cartes super rares par joueur par an et une carte unique par joueur par an. Et ça vous permet de jouer de manière un peu différente dans le jeu avec ces cartes-là. Et donc, en tout cas, quand vous achetez une carte, vous êtes sûr qu'elle est rare et vous êtes sûr qu'elle vous appartient. Et c'est un des avantages majeurs de l'utilisation de tokens non fongibles pour ce use case. Et là, du coup, je me permets d'appuyer un petit peu sur la comparaison avec Panini, justement. À l'époque où on achetait des Panini, on ne savait pas combien de cartes avaient été émises, qui pouvait les émettre, qui les avait, qui en faisait quoi, si elles étaient vraies. Et là, finalement, toutes ces problématiques-là, elles disparaissent avec un jeu comme Sorare. Ouais, alors pour reprendre la comparaison avec les cartes Panini, quand vous achetiez des boosters, donc des paquets de cartes Panini à l'époque, alors Panini contrôle complètement ce qu'ils mettent à l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez avoir une carte rare probablement et le reste, ça va être des cartes un peu plus communes de joueurs que vous aimez pas forcément. Et surtout, quand vous allez compléter un album avec des cartes rares, etc., vous n'avez aucune idée d'à quel point ces cartes sont rares. C'est-à-dire que Panini a la possibilité d'imprimer autant de cartes qu'il veut, puisqu'il n'y a aucune vraiment comptabilité assez simple. Et donc, avec les tokens non fongibles et la blockchain, ça vous permet donc d'inscrire toutes les transactions et tous les tokens directement sur la blockchain, qui est un registre transparent, distribué, etc. Je ne refais pas le topo, mais donc ces qualités qu'ont la blockchain, qu'a la blockchain, pardon, permettent de tracer à n'importe quel moment un NFT, donc de connaître tout son historique, d'être possédé complètement par
par un utilisateur puisqu'il le détient avec sa clé privée. Et puis surtout, il permet que le NFT soit complètement liquide, c'est-à-dire qu'il puisse le vendre à n'importe quel moment, il puisse le transférer, le prêter même. Ça peut apporter un tas de choses en termes d'interopérabilité. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vu que la blockchain est un écosystème complètement ouvert, vous pouvez faire, moi, c'est ce que je fais avec Solar Data typiquement, vous pouvez faire des compétitions supplémentaires à partir des cartes qui sont possédées par les utilisateurs Sorare. Vous pouvez avoir des tas de smart contracts qui interagissent directement avec Sorare, qui vous permettent de faire des applications à valeur ajoutée dessus. Et vous pouvez avoir des applications, pas directement blockchain, mais juste des tiers parties comme Solar Data qui peuvent juste aller scanner la blockchain, voir ce qui se passe et proposer des services à valeur ajoutée par-dessus ça. Donc, une fois que vous avez créé, et ça ne s'applique pas qu'à Sorare, à beaucoup d'autres projets aussi, une fois que vous avez une application blockchain, vu que l'écosystème est complètement ouvert autour de ça, les possibilités sont, on va dire, infinies, dans le sens où n'importe qui peut développer n'importe quoi par-dessus ça. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose qui est complètement différent avec ce qui existe dans le gaming aujourd'hui, où on est sur des écosystèmes très fermés, avec beaucoup de taxes, etc. Quand on voit Steam, le monopole qu'ils ont eu, qu'Epic Games est un peu en train d'essayer de déranger, mais voilà, on est vraiment dans un écosystème fermé. Quand vous achetez une carte sur un jeu type Hearthstone ou un skin sur Fortnite, etc., ce skin-là, vous l'avez, mais vous ne l'avez pas vraiment, puisque au jour où vous désinstallez le jeu, vous ne l'utilisez plus et vous ne pouvez pas le revendre. Vous avez dépensé de l'argent, mais vous ne pouvez pas avoir un retour sur investissement, entre guillemets, ou même la possibilité de le revendre à votre prix d'achat. Donc, vous ne le possédez pas vraiment, c'est le jeu qui vous le met à votre disposition. Et donc, les tokens non fongibles sur blockchain donc, amènent toutes ces possibilités-là qui sont extrêmement intéressantes pour l'utilisateur. Point de vue métrique sur Sorare, alors, la carte qui a fait le plus de bruit, c'est la carte unique d'Mbappé. Donc, le PSG est arrivé sur Sorare cette année, donc, parce que Sorare n'imprime des cartes que des clubs dont ils ont la licence. Donc, ils ont aussi un travail à aller négocier avec les clubs les droits d'image de leurs joueurs, etc. Donc, Paris est arrivé cette année, en 2020. Et donc, ils ont vendu la carte d'Mbappé pour 114 Ethers. Donc, la carte unique, donc il n'y en aura qu'une cette année, il y en aura une l'année prochaine, mais cette année, il n'y en aura qu'une, elle est unique, elle est très jolie. Et donc, 114 Ethers, donc ça veut dire que dans les compétitions avec des cartes uniques sur Sorare, juste une personne peut jouer cette carte d'Mbappé, donc ça lui donne un avantage assez considérable vu les performances d'Mbappé. Donc 114 Ethers, on a aussi une carte de Bruno Fernandes qui a été émise en 2019, donc qui avait été vendue à ce moment-là dans son ancien club pour à peu près 7 Ethers, et à l'époque, 7 Ethers, ça valait... je sais pas, 700 € à peu près, peut-être un peu plus, 1000 €, mais c'était des prix assez faibles, et qui a été revendu en décembre, donc un Ether avec à peu près 7 fois plus cher, à 99 Ethers. Donc sur le marché secondaire directement, c'est la plus grosse vente, en tout cas sur Sorare, sur le marché secondaire. Et pour donner un peu des chiffres un peu plus macro, on va dire, il y a à peu près aujourd'hui 4000 personnes qui ont une carte Sorare blockchain, donc une carte rare, super rare ou unique. Et c'est un chiffre qui augmente beaucoup, puisque au début du mois de janvier, on était à peu près à 3000. On a gagné 1000 utilisateurs payants. Sorare a gagné 1000 utilisateurs payants en un mois, ce qui est énorme quand on voit que Sorare, ça a commencé en mi-2019 à peu près, avec une dizaine d'utilisateurs un peu fous à l'époque qui voyaient le potentiel, mais qui n'avaient aucune certitude sur l'évolution du projet. Et donc, petit à petit, des gens sont arrivés jusqu'à aujourd'hui avoir une croissance assez forte, puisque aujourd'hui, Sorare a beaucoup de clubs et commence à grandir. Ils ont levé beaucoup d'argent en 2020, 7 millions d'euros à peu près, ou de dollars. Et donc, aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs et voir la plateforme un peu décoller. Quel est le profil du joueur que vous avez un peu sur Sorare? C'est celui qui va arriver avec beaucoup d'argent pour spéculer sur la valeur des cartes? Est-ce que c'est plutôt le profil avec quelques euros, quelques dizaines d'euros en Ether qui va s'amuser en essayant de faire grossir son équipe? Quel est le profil type que vous avez? Alors, ce qui est intéressant ce qui est motivant avec Sorare, bon, déjà, c'est il y en a pour tous les goûts. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez être un simple joueur, partir avec un budget très faible, construire votre petite équipe, aller chercher des joueurs. Et c'est assez intéressant de faire ça parce que c'est comme construire votre petit club de foot. Vous commencez en Ligue 2 et vous finissez en Ligue des Champions en gagnant des cartes supplémentaires chaque semaine.
Et puis vous pouvez aussi être quelqu'un qui a envie d'investir beaucoup d'argent et acheter des cartes assez fortes dès le début, enfin de grands joueurs. Et puis aussi construire là-dessus, faire des échanges sur le marché secondaire, ça peut être très intéressant. Enfin, il y a un tas d'aspects. Moi, ce qui me motive particulièrement, mais c'est faire grossir l'écosystème et puis propager Sorare un peu partout dans le monde et aussi montrer à quel point les NFT, pour moi, peuvent constituer une partie de l'avenir du gaming, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui dépensent énormément d'argent sur des jeux comme FIFA, comme Fortnite, Hearthstone, etc. Et moi, je suis j'ai joué toute ma vie, globalement, je suis convaincu que acheter des cartes sur FIFA, ça sera bientôt démodé et qu'on refusera complètement d'acheter des cartes qu'on ne peut pas revendre ou dont on ne peut pas disposer ou qui ne nous donnent pas un avantage quelconque. Aujourd'hui, Sorare le prouve très bien. Vous achetez une carte, vous n'achetez pas que l'image, vous achetez aussi la possibilité de jouer avec et de gagner des choses avec ça. Le fait de ne pas pouvoir posséder réellement un actif numérique qu'on achète aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui va disparaître et je pense que les éditeurs de jeux vont le voir petit à petit. Alors je dis pas que demain FIFA va devenir un jeu blockchain, c'est pas du tout ce que je dis, mais je pense que dans quelques années, on verra de plus en plus de jeux mainstream potentiellement adopter ce genre d'infrastructure. Et puis on a aussi besoin que la technologie derrière suive, parce qu'aujourd'hui Ethereum est absolument incapable de survivre l'arrivée d'un jeu mainstream avec 100 000 utilisateurs. Donc une fois que les layer 2 là, qui commencent à vraiment sortir auront prouvé leur efficacité, on pourra avoir ce genre de choses. Et moi je suis extrêmement curieux de voir toute l'interopérabilité qui va pouvoir se créer autour de ça, tous les modèles économiques qui vont pouvoir aussi se développer, parce que est-ce que d'autres entreprises pourront vivre de Sorare? C'est un peu l'objectif de Sorare Data, c'est OK, on donne les stats marché, OK, on donne les stats des joueurs, on fait des compétitions supplémentaires, c'est très bien, mais comment Sorare Data peut vivre? Quel modèle économique viable et quel modèle économique viable pour n'importe quelle entreprise qui voudrait travailler sur Sorare? Et donc pour moi, aujourd'hui, on est vraiment sur c'est juste la surface des choses. Et comme avec le monde des NFT en général, je pense qu'on va voir une évolution assez dingue les prochaines années et voir des cas des use cases qu'on n'a pas du tout imaginé encore aujourd'hui. Et le modèle économique de Sorare, c'est quoi? Alors Sorare, ça fonctionne grâce aux ventes primaires, c'est-à-dire que quand Sorare émet des cartes, vous les achetez directement auprès de Sorare. Après, Sorare redistribue les gains au club et pour payer leurs frais courants, j'imagine. Mais Sorare gagne de l'argent grâce à ça. Et aujourd'hui, je peux vous donner le chiffre. En vente primaire jusque-là, Sorare, c'est 7 millions de dollars. Donc 7 millions de cartes, 7 millions de dollars de cartes vendues. Donc depuis 2019. Mais là, on est sur des mois, le mois de janvier, j'ai pas le chiffre exact, mais on est aux alentours de plus d'1 million de dollars sur un seul mois. Donc ce qui prouve aussi le fait qu'il y ait une réelle hype autour du produit. Et on l'a vu aussi sur NBA Top Shot. C'est un univers un peu différent, c'est du basket, c'est aux États-Unis. Mais c'est ça, NBA Top Shot, c'est 2 millions de dollars de ventes sur le dernier mois ou même la dernière semaine, je ne sais plus. Mais c'est un montant hallucinant et il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, du monde un peu traditionnel. On a vu Mark Cuban, qui est le propriétaire des Dallas Mavericks en NBA, donc un club de NBA. Et c'est des gens de la finance traditionnelle qui commencent à s'intéresser au sujet, commencent même à investir dans des NFT, etc. Donc, on est vraiment juste au début je ne veux pas dire une révolution, mais au moins d'une évolution du gaming et des NFT. Ouais. Et là, avec Sorare, effectivement, on a une solution fonctionnelle, un cas d'utilisation concret des NFT et de la blockchain. Et on illustre un petit peu tout ce dont on a parlé finalement durant cet épisode. Et on peut, pour conclure, répondre à cette question qu'on avait en introduction de podcast. Est-ce que la blockchain sera une évolution de façade ou une évolution concrète pour l'univers des jeux vidéo? Eh bien, a priori, ça sera une évolution importante et concrète dans les prochaines années. Et Jean-Philippe,
en introduction de ce podcast également, avait raison. C'est dans la distribution surtout que cette évolution changera la donne. Et on l'a vu avec David d'Ultra UOS, on le voit avec Sorare, on l'a vu avec les NFT, cette capacité d'authentifier les transactions, cette capacité d'échanger entre les joueurs certaines parties du jeu vidéo, même d'échanger entre les plateformes et entre les licences. C'est bien dans les jeux vidéo, ça sera quelque chose d'important dans le futur et ça sera apporté en partie par la blockchain et donc les NFT. Merci beaucoup Maxime d'être venu conclure ce podcast. Alors toi, tu ne travailles pas directement chez Sorare, tu travailles chez Sorare Data, un site que tu as créé en parallèle de ton activité principale à Blockchain Partner, donc qui permet d'authentifier un peu les cartes, de regarder le niveau des joueurs qui y sont associés, qu'est-ce qui s'est passé avec ces cartes-là et de donner donc plus d'informations aux joueurs qui utilisent Sorare dans l'objectif de faire grandir l'écosystème Sorare au global. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce podcast. On en a appris énormément sur l'écosystème du jeu vidéo, de la blockchain et des NFT. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous aurez dans la description sur YouTube tous les liens qui font référence aux interlocuteurs qu'on a eus sur cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire sur Twitter, Telegram ou dans les commentaires vos retours sur cet épisode et à nous suggérer, si vous en avez l'envie, d'autres thèmes ou d'autres personnes que vous aimeriez entendre sur ce format. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.